Depuis 3 jours, au siège social de Bouygues Construction, impossible pour les employés de se connecter à Internet, d'écrire un mail ou d'accéder aux logiciels professionnels. Derrière ces murs, des centaines d'ordinateurs sont à l'arrêt. Le rançongiciel est officiellement devenu l'attaque la plus répandue avec une augmentation de 225% en 2020. Et ces attaques ne ciblent pas que les grandes entreprises, mais aussi les collectivités, les PME et les ETI. Parfois, en dernier recours, les entreprises paient ces rançons, des montants que les criminels adaptent d'ailleurs selon les entreprises visées. Mais payer n'est pas une solution anodine. Elle ne garantit pas, par exemple, à l'entreprise de retrouver ses données et elle encourage le phénomène. Récemment, il y a eu une vraie prise de conscience quant aux risques liés au paiement. Certains assureurs, comme AXA par exemple, ont annoncé qu'ils ne couvriraient plus le paiement des rançons. Les États-Unis, de leur côté, ont annoncé qu'ils n'hésiteraient pas à poursuivre en justice toute organisation qui paierait des rançons à des organismes ou des personnes sous sanction américaine. En France aussi, on constate un durcissement de ces règles à ce sujet. Alors la question est, faut-il interdire le paiement des rançons? On en parle tout de suite avec nos deux invités. Voilà nos deux invités qui nous rejoignent donc sur ce plateau. À ma droite, Jérôme Billois, bonjour. Vous êtes associé cybersécurité au sein du cabinet Wavestone, porteur de l'étude aussi sur les ransomware à l'Institut Montaigne. Bonjour et bienvenue. Bonjour Julia. Et à ma gauche, François Coupès, vous êtes avocat à la Cour. Vous êtes également senior advisor du Cybercercle. Bonjour et bienvenue. Bonjour Julie. Alors avant d'ouvrir justement la discussion, partons à la rencontre d'une entreprise de production vidéo française qui a été récemment victime d'une attaque par rançon logiciel. Comment s'est-elle déroulée? Quels dégâts sur l'entreprise et comment ont-ils géré la remédiation? On découvre tout cela en images. Bonjour, Guillaume Lebeau, je suis dirigeant d'Otago Productions, une société de production audiovisuelle. En avril de cette année, nous avons été victimes d'une attaque de type ransomware visant notre serveur de production de type NAS. Cette attaque a paralysé en fait le serveur, a crypté l'intégralité des données qui s'y trouvaient. On a reçu un message assez laconique nous invitant à payer une rançon de 0,01 Bitcoin, soit environ 500 €, et en échange, nous recevrions une clé de déchiffrement nous permettant de recouvrer l'accès plein et entier à nos données. On a choisi de ne pas payer cette rançon. Et on s'est rendu compte avec notre service informatique qu'on avait bien fait, puisqu'on travaille avec des gros fichiers pour la production audiovisuelle, et ces gros fichiers, en fait, une fois cryptés, sont manifestement définitivement compromis et absolument inutilisables. Donc en fait, on a fait confiance à notre système de sauvegarde de type glacier, un système qui nous a permis de retrouver quasiment l'intégralité de nos données, puisqu'elles étaient stockées et sauvegardées. Et puis, on a fait confiance également à des sauvegardes plus traditionnelles qui sont en fait des disques durs externes sur lesquels on stocke assez fréquemment des données. Et au final, entre ces deux moyens de sauvegarde, on a réussi à reconstituer sans avoir besoin de clés de déchiffrement l'intégralité des données essentielles à l'entreprise. Je trouve dommage qu'aujourd'hui on n'ait pas un vrai dialogue entre professionnels sur ce type d'attaque qui vise quand même non seulement les grands groupes, mais aussi beaucoup les TPE et les PME. Parce que si on dialoguait, je pense que déjà on résoudrait une grande partie du problème, à savoir l'échange d'informations. Parce qu'on se retrouve un peu seul souvent face à ce type d'attaque, un peu désarçonné, alors que si on apprenait finalement à dialoguer professionnellement sur cette problématique, on gagnerait face finalement à ce type d'attaque, non pas en termes d'invulnérabilité, parce que on ne peut pas être invulnérable, c'est impossible, il y a toujours des failles, mais en tout cas, on gagnerait en plasticité, en réactivité, en agilité, en ayant les bons réflexes. Et les bons réflexes, c'est sauvegarder, sauvegarder 2 fois, 3 fois, 4 fois, pour justement ne pas être à la merci d'un cryptage, d'une immobilisation. Aujourd'hui, je mesure à peu près l'impact de cette attaque. Elle n'a pas été neutre pour notre entreprise, elle a eu un coût d'une immobilisation d'environ une semaine réellement, 15 jours en comptant le process de décryptage, de triage et de récupération du maximum de données.
fonctionner. Donc ça a eu un coût, mais heureusement, encore une fois, notre système de sauvegarde nous a permis de ne pas avoir de rupture en fait, dans notre activité et de pouvoir continuer à servir nos clients et d'assurer en fait, la pérennité de leurs données. Donc aujourd'hui, je suis assez serein pour dire qu'on peut survivre à une attaque informatique si on est bien informé, si on a bien dialogué avec les bons interlocuteurs et puis surtout si on ouvre une bonne fois pour toutes ce débat. Le phénomène de rançongiciel, en anglais ransomware, est massif. Est-ce que, Jérôme, c'est quelque chose que vous avez constaté? Quelle est la réalité sur le terrain? Oui, c'est aujourd'hui la raison numéro 1 des cyberattaques qu'on a été amené à traiter, c'est clairement ce fléau des rançongiciels. Ce qui est important à voir, c'est que ça touche tous les secteurs d'activité et ça touche toutes les tailles d'entreprise. Parce qu'on est face à des cybercriminels qui, en fait, ont une approche très opportuniste et vont vraiment chercher des failles dans les systèmes de tous ceux qui sont connectés à Internet, de tous ceux qui utilisent le numérique. Et puis, une fois qu'ils vont trouver cette faille, ils vont rentrer, ils vont voir s'il y a de l'argent, entre guillemets, à se faire. Et donc, après, ils vont continuer leur attaque s'ils trouvent une proie qui est facile. Aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, c'est le délai moyen entre le moment où le cybercriminel commence à toquer à la porte et le moment où vraiment il va déclencher son attaque. On est sur 29 jours et c'est un délai qui se contracte énormément. Donc, on voit des attaques qui vont de plus en plus vite. D'accord, alors je vais vous poser la question qui fâche, mais est-ce qu'il faut payer? Du coup, c'est vrai que cette solution peut paraître tentante, surtout comme on l'a dit tout à l'heure, quand on sait que les criminels vont adapter les montants selon les entreprises visées et de temps en temps, la rançon peut être inférieure au coût de la rémédiation. Alors, est-ce qu'il faut payer ou pas? Évidemment, la réponse de base, c'est non. Et tout le monde pense au financement de l'écosystème criminel, etc. Mais il y a une réalité qu'on oublie souvent, et c'est nous ce qu'on observe sur le terrain, c'est que finalement, il y a très peu de différence dans la gestion de crise, dans la durée de la crise, entre ceux qui vont payer et ceux qui ne vont pas payer. Il y a une espèce de croyance qui dit, je vais payer la rançon et dans 2 jours, la crise est finie. Ce n'est pas du tout le cas. Qu'on paye ou qu'on ne paye pas, on est sur un délai moyen de 3 semaines d'interruption du fonctionnement de ces systèmes. 3 semaines pendant lesquelles il va falloir reconstruire le système. Et même si on a reçu cette fameuse clé, si on a de déchiffrement, si on a payé pour l'avoir, il va quand même falloir aller sur tous les ordinateurs un par un. Il va falloir quand même aller sur tous les serveurs un par un et tout relancer et tout faire remarcher ensemble. Et donc ces délais-là sont quasiment incompressibles. D'accord, alors est-ce que payer, justement, peut garantir le fait de retrouver ces données, puisque c'est le but quand on décide de payer, c'est qu'on veut récupérer les données. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a plusieurs étapes, finalement, avant de pouvoir récupérer ces données. Déjà, quand on paye, il faut que le cybercriminel donne la clé de déchiffrement et le petit logiciel qui va permettre de déchiffrer. Alors ça, dans la plupart des cas, les cybercriminels sont éthiques, entre guillemets, et vous allez recevoir ce logiciel. Après, il va falloir l'utiliser sur tous les ordinateurs, tous les serveurs. Et c'est là où les difficultés arrivent, souvent. En gros, on arrive à récupérer à peu près 70-80% des données, mais il y a toujours des cas, des très grands fichiers, des serveurs anciens, des périmètres où finalement l'attaque a mal fonctionné et donc les données n'ont pas été bien chiffrées. Et donc, c'est très, très rare qu'on arrive à récupérer 100% des données, même si on paye. D'accord. Alors François, je me tourne vers vous. Si malgré tout une entreprise décide de payer, ce qui arrive régulièrement, est-ce qu'on a le droit de payer au vu de la loi, au regard de la loi, que ce soit en France ou à l'étranger? Et quels seraient vos conseils pour les entreprises? Alors, mon conseil pour les entreprises, c'est le même que celui de Jérôme. Ne pas payer pour les raisons qui ont été indiquées. Très souvent, on peut faire le parallèle en pratique avec ce qui se passait antérieurement dans l'ancien monde, entre guillemets, qui continue à exister, avec la piraterie classique ou l'enlèvement classique, où on avait dans des régions du monde une pratique de piraterie qui pouvait s'observer au niveau maritime, qui continue à s'observer, ou d'enlèvement de personnes. Et à ce moment-là, quand on avait la rançon qui était payée, on avait un écosystème qui était maîtrisé. On était sur une cible qui était localisée, on avait un montant financier qui était en général établi, pas d'augmentation prévisible, un écosystème qui s'autogérait. Et on était dans une problématique, on va dire, écosystème fonctionnant. À partir du moment où, comme Jérôme l'a indiqué, on est dans une économie un marché de masse, avec une pêche au chalut véritable qui est fait, il n'y a plus limite à l'augmentation des tarifs. Et bien sûr, le raisonnement ne doit pas du tout être le même que ce qui se passait antérieurement. Antérieurement, on avait un principe qui était que dans les polices d'assurance,
on avait normalement la piraterie qui était exclue, notamment au niveau maritime. Et dans certains cas, on pouvait prendre des assurances, c'est-à-dire que les parties pouvaient décider malgré tout d'avoir une assurance particulière. Donc ce n'était pas dans le package global, mais on pouvait avoir une assurance particulière. Et c'est comme ça qu'on assurait notamment les cadres à l'étranger ou les bateaux et les équipages qui étaient sur les bateaux. Certains pays ont malgré tout décidé d'interdire le paiement des rançons, par exemple en Angleterre depuis 2015, par exemple en Italie. Et la question se pose à partir du moment où on est sur quelque chose qui est beaucoup plus global, qui peut potentiellement toucher tous les pays, et où à la limite il y a une compétition entre les pays qui payent plus que les autres et qui vont être l'objet de plus d'attaques tout simplement. Eh bien la question peut se poser d'arrêter les frais véritablement et d'interdire le paiement des rançons. Très bien. Alors, il y a une industrie un petit peu malsaine qui s'est développée dans les dernières années autour des négociateurs, des assureurs, mais aussi des entreprises. On a vu même des négociateurs qui devenaient presque plus ou moins complices avec les attaquants, justement, pour bénéficier de réductions, voire de facilités techniques pour récupérer les données en échange, justement, d'un certain volume de rançons. Comment, aujourd'hui, est-ce qu'on peut lutter contre ce phénomène ? Alors, l'industrie malsaine, elle est avant tout du côté des cybercriminels qui ont vraiment créé des plateformes et qui, effectivement, dans certains cas, vont permettre des accès VIP à des négociateurs qui négocient beaucoup de volume et qui peuvent leur permettre un certain nombre de réductions ou de facilités. Donc, c'est vrai que ça amène à un écosystème qui, aujourd'hui, on va dire, se finance en partie grâce aux assurances, se finance aussi grâce à la facilité de négociation et de paiement par les monnaies électroniques. Donc, comment arriver à mettre le pied sur le frein, je pense que c'est vraiment ça. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai enjeu déjà d'arriver à convaincre les entreprises et toutes les organisations touchées que payer la rançon, ce n'est pas magique, ça ne va pas d'un seul coup leur rendre leur système d'information complètement fonctionnel. Et à un moment, il faut aussi, je pense, avoir un message fort au niveau des autorités, au niveau de la justice, un peu comme l'ont fait les États-Unis, pour finalement ralentir, complexifier ce paiement, ne pas le rendre automatique et facile comme il l'est aujourd'hui. Alors du coup, est-ce qu'il faut interdire le paiement des rançons aux entreprises ? Cela ne risque-t-il pas peut-être d'avoir la double peine pour les entreprises qui sont en plus victimes de cette attaque ? Ou bien peut-être interdire aux assureurs de payer les rançons ? Et finalement, est-ce qu'il ne faut pas adopter le modèle américain, c'est-à-dire d'interdire quelque chose, mais de le faire quand même, en tout cas dans les situations les plus drastiques et les plus importantes ? Alors, mon sentiment, c'est que interdire manu militari complètement à 100%, le paiement des rançons, de toute façon, ne fonctionnerait pas parce qu'à un moment ou à un autre, il y a dans certains cas vraiment le besoin de payer pour la survie de l'entreprise. Et quand on parle de la survie de l'entreprise ou des organisations touchées, c'est des emplois, c'est des millions d'euros qui sont en jeu, c'est tout un tissu économique qui est derrière. Donc ce qu'il faut, c'est, à mon sens, se laisser la capacité à certains moments de pouvoir payer, mais surtout ne pas faciliter ce paiement et peut-être ajouter dans cette phase de paiement des garde-fous portés par les autorités, portés par les assureurs, qui finalement vont analyser la situation et voir est-ce qu'il y a réellement besoin de payer ? Est-ce que ça va accélérer la gestion de crise ? Est-ce que les données qu'on a perdues, on ne peut pas les trouver par ailleurs ? Est-ce qu'on ne peut pas les reconstruire ? Qu'on ne peut pas les trouver chez des partenaires, chez des tiers ? Et est-ce qu'on ne peut pas finalement arriver à s'en sortir sans payer la rançon ? Si la réponse après analyse est non, il faut, à mon sens, quand même se laisser la capacité à un moment de pouvoir payer. François, sur cette question, est-ce qu'il faut interdire justement le paiement des rançons ? Alors, j'ai la même analyse que Jérôme. Maintenant, on peut peut-être aussi imaginer un système où on aura une obligation de notification de l'État du fait que ça va être payé, donc des forces de l'ordre, pour aboutir à tracer les paiements et à aider à faire en sorte de récupérer l'argent et surtout de remonter les filières. Après, au niveau juridique, je pense qu'il y a une vraie remise en cause qui est en train de se faire au niveau des assureurs, qui sont bien conscients de la problématique, qui ont été sensibilisés par le gouvernement, par Guillaume Poupard notamment, ses prises de position publiques, et les assureurs qui sont en train de réfléchir à quelque chose qui est la base de l'assurance, c'est qu'on assure un aléa, qu'on n'assure pas des situations qui sont mauvaises dès l'origine. Donc, on assure un niveau de sécurité qui est déjà établi pour une entreprise. On n'est pas dans une garantie facile offerte à n'importe qui n'a, pour diverses raisons, qui n'a pas sécurisé son système d'information et qui, derrière, va demander à ce qu'on paye pour avoir ces données. Maintenant, les assureurs, on peut le penser, vont être beaucoup plus exigeants sur le niveau de sécurité moyen, voire minimal pour avoir droit à une assurance, cyber en l'occurrence, et surtout peuvent pousser pour sensibiliser
et aider les acteurs de la cyberdéfense, de la lutte contre la cybercriminalité, les aider à sensibiliser sur l'importance de ces éléments-là, aider à sensibiliser avec les conseils, avec les avocats, avec tous les intervenants sur le sujet, pour montrer qu'il faut hausser le niveau de jeu en matière de sécurité des systèmes d'information, que c'est la responsabilité de tous. Alors, on va revenir aux assureurs dans un instant parce qu'ils sont réellement clés. Mais Jérôme, concrètement, que faut-il faire pour prévenir ces attaques et peut-être limiter l'impact, justement ? Alors pour moi, il y a deux grands axes. Il y a un premier axe, c'est celui des entreprises, de toute administration, de toute organisation qui a un système numérique. C'est finalement déjà se protéger. On sait qu'on est dans des situations difficiles dans beaucoup de périmètres parce qu'il y a eu des sous-investissements en cybersécurité depuis une bonne dizaine d'années. Donc il faut se protéger, il faut s'entraîner aussi à gérer ce type de situation, savoir détecter les attaques. Donc ça va demander des investissements, aussi bien humains qu'en moyens financiers, pour augmenter le niveau de protection. Mais il y a un deuxième axe. Ce deuxième axe, c'est aussi d'arriver à casser l'impunité ressentie par les groupes de cybercriminels. Et là, on a besoin au niveau de l'État, finalement, d'investir aussi beaucoup dans la justice, dans la capacité de nos forces de l'ordre, de notre parquet, à traquer ces cybercriminels, dans lequel il ne faut pas oublier qu'ils sont aussi beaucoup à l'étranger. Donc il y a évidemment un enjeu diplomatique extrêmement important pour résoudre cette question. Donc on reviendra sur ce sujet des assureurs qui sont absolument clés, évidemment, dans ce débat. Jérôme, concrètement, que faut-il faire à la fois pour prévenir ces attaques et aussi pour en limiter l'impact ? Alors, il y a deux axes pour agir sur ces attaques. Il y a un premier axe qui touche toutes les structures qui ont du numérique, finalement qui sont raccordées à Internet, qui utilisent le numérique au quotidien. C'est qu'elles doivent investir dans des solutions de protection de leur système d'information, dans des solutions de détection des attaques, et elles doivent s'entraîner à réagir face à ce type d'attaque qui, on le sait, est quasiment certaine d'arriver dans leur vie. On souffre d'un sous-investissement en cybersécurité depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Il faut qu'on arrive à rattraper ce sous-investissement parce qu'aujourd'hui, la plupart des organisations sont des cibles trop faciles pour les cybercriminels. Le deuxième axe, c'est casser l'impunité des cybercriminels. En fait, aujourd'hui, on a besoin de renforcer les moyens de l'État au niveau des forces de l'ordre, au niveau de la justice, pour être capable d'investiguer, pour être capable de traquer ces cybercriminels, aller les traquer en France, mais ils y sont très rarement, surtout aller les traquer à l'étranger, là où ils se cachent, et donc ça requiert aussi d'avoir un appui côté diplomatique pour pouvoir investiguer au bon niveau. Alors, que doit faire une entreprise sur le plan juridique cette fois-ci, après avoir été victime d'une attaque par ransomware ? Alors, déjà, un des premiers réflexes, c'est de regarder autour de l'entreprise, auprès de qui à qui est-ce qu'elle peut faire appel. Qui elle a dans ses proches, et en l'occurrence, quand je dis proches, au niveau contractuel, c'est-à-dire justement regarder le contrat d'assurance qu'elle a, puisqu'on a beaucoup parlé des assureurs sur le paiement des rançons. Mais le paiement des rançons, ça n'est qu'une toute petite partie du contrat d'assurance, et en l'occurrence le contrat d'assurance cyber. Et l'assureur peut être en mesure de proposer une liste d'experts pour aider à investiguer, arriver sur la situation, faire en sorte que tout simplement la situation soit gérée. Parce que c'est une crise qui doit se gérer avec une cellule de crise et avec des spécialistes qui interviennent. Tant pour empêcher qu'il y ait de nouvelles attaques sur le système d'information qu'évidemment pour essayer de récupérer les données. Ça, je pense que Jérôme aura l'occasion de préciser tous ces points. Au plan juridique, donc, regardez le contrat d'assurance, regardez aussi ce qu'était censé faire, ce que n'a peut-être pas fait, ou ce qu'au contraire a fait, et c'était une bonne chose, les prestataires informatiques qui ont été utilisés. Peut-être qu'on avait des prestataires qui assuraient la sauvegarde, mais bien s'assurer que les plans de sauvegarde ont bien été réalisés et que la sauvegarde était fonctionnelle. Il est arrivé d'intervenir dans des dossiers où finalement on a dû mettre en cause la responsabilité du prestataire parce que oui, il devait faire une sauvegarde, mais en fait il ne l'avait pas faite, rien n'avait été testé et au final l'entreprise pensait pouvoir se reposer sur des sauvegardes alors que rien n'existait. Et on sait à quel point c'est précieux dans les attaques de type ransomware. Et puis, il faut également penser qu'on peut avoir un certain nombre de formalités à accomplir. Et par formalité, on va retrouver le fameux terme qu'on parfois galvaudé, mais le fameux RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui impose un cadre réglementaire particulier sur la protection des données à caractère personnel, et qui va nous dire qu'à partir du moment où on a une violation de données à caractère personnel, c'est-à-dire une atteinte à l'intégrité des données, une atteinte à la confidentialité des données, ou surtout pour ce qui nous concerne une atteinte
à la disponibilité des données, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à y accéder, elles ne sont plus disponibles, eh bien, dans un certain nombre de cas, en fonction de la sensibilité des dites données et des impacts possibles pour les personnes, on va devoir notifier la CNIL dans les 72 heures. Et pour les risques un peu plus importants pour les personnes dont les données ont été comme ça rendues inaccessibles ou ont été peut-être disséminées dans la nature en même temps, eh bien à ce moment-là, il va falloir imaginer prévenir les personnes. Donc tout un cadre réglementaire qui existe et qui est applicable en France comme au niveau européen et dans le monde de façon plus globale, parce que la notification de ce qu'on a appelé les violations de données à caractère personnel ou les data breach est applicable dans beaucoup de pays au niveau international. Donc il y a toute une méthodologie à suivre. Donc. Alors l'assurance des risques cyber se développe, mais on sent encore que c'est un secteur qui n'est pas très mature, peut-être surtout en France, tout simplement parce que les assureurs ont du mal à modéliser ces risques. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cela? Alors, effectivement, le secteur de la cyberassurance, c'est un secteur nouveau quelque part, et ce manque de maturité, je pense qu'il est à l'échelle internationale. Pour deux raisons, c'est finalement on regarde assez peu d'antériorité des attaques et surtout ces attaques elles évoluent énormément vite, elles changent de forme, elles changent d'impact. Tous les 6 mois, tous les ans, il y a des nouvelles choses qui arrivent et c'est pas comme les incendies ou les accidents de voiture où finalement on arrive à avoir des statistiques qui sont sur la durée. Donc il y a un vrai besoin aujourd'hui de caler ce marché qui malheureusement souffre énormément et on le voit bien aujourd'hui, c'est de plus en plus dur de souscrire à une cyberassurance. Les coûts sont multipliés par 2, les couvertures sont divisées par 2 et le marché fait grise mine après des années finalement de décollage très très fort. Cette menace cyber qui évolue énormément et très rapidement, ça a évidemment un impact aussi au plan juridique? Alors oui, et c'est pour ça qu'on a des initiatives pour à chaque fois lutter contre les cybercriminels. C'est pour ça aussi que le sujet a été à l'agenda de la réunion entre le président américain et le président russe pour essayer de trouver, comme le disait Jérôme, des solutions au niveau international. On imagine des évolutions de réglementation, notamment vis-à-vis des assurances, c'est ce dont on parle, le paiement des ransomware, enfin le paiement des rançons dans le cadre des ransomware, c'est un sujet, comme on l'a dit. Après, il y a des questions qui peuvent se poser sur est-ce qu'on peut encore augmenter les peines, par exemple en matière d'atteinte au système informatique. C'est une question qui a pu se poser. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces peines ont été très fortement augmentées, notamment dans les années 2000, et qu'au final, ce n'est pas forcément la peine qui pose problème, parce que théoriquement, les peines sont très importantes. C'est plutôt la réponse pénale qui, elle, n'a pas augmenté aussi fortement. Et on a très souvent des réponses pénales encore faibles si jamais on arrive à poursuivre la personne et qu'on arrive à la retrouver et que, par exemple, elle est en France et qu'on arrive effectivement à la poursuivre. La réponse pénale, clairement, à l'heure actuelle, n'est pas au niveau, alors que les forces de l'ordre arrivent à remonter un certain nombre de filières et à trouver des choses, et que dans les textes, en tout cas, on peut avoir des sanctions fortes. Alors, je voulais savoir, et ce sera sûrement ma dernière question, est-ce que vous êtes optimiste quant à notre capacité à endiguer ce phénomène ? Oui, je suis optimiste pour plusieurs raisons. La première, c'est quand même qu'on voit une prise de conscience dans beaucoup de structures et des investissements sur la cybersécurité pour rattraper ce retard. Donc, finalement, la solidité de notre écosystème est en train de se renforcer. Je suis optimiste aussi parce qu'on voit des actions de police, de justice qui portent leurs fruits. Depuis le début de l'année, on est sur à peu près 5 à 6 groupes qui ont été traqués, dont certains membres ont été arrêtés, certains ont même arrêté leurs opérations. Donc on voit aussi que de ce côté de l'impunité, eh bien, les choses évoluent. Alors est-ce que ça évolue assez vite ? Est-ce que les effets des négociations qui ont été évoquées par François entre Poutine et Biden vont amener quelque chose de concret ? J'aurais tendance à dire tentons. On verra. En tout cas, c'est clair qu'on a besoin aujourd'hui d'agir face à cette menace qui est quand même énorme. Il faut qu'on agisse pour la rendre en fait acceptable. Je pense qu'on n'arrêtera jamais le cybercrime, comme le crime qu'on a dans la rue tous les jours. Mais il faut réduire cette menace à un niveau qui soit acceptable, à la fois socialement mais aussi économiquement. François, vous êtes optimiste ? Oui, également. Je pense que malgré tout ce qu'elle a pu causer, la Covid a été un accélérateur numérique. Elle a permis d'accélérer le télétravail, elle a permis d'accélérer énormément de choses. Elle a accéléré, à mon sens, aussi le développement et l'explosion des rançongiciels.
Et du coup, ce qu'on aurait peut-être pu connaître en quelques années, on aurait pu s'adapter au fur et à mesure et trouver des solutions et petit à petit à gagner en maturité. Et bien là, d'un seul coup, ça nous arrive comme un bloc et il va falloir réagir parce que évidemment, les chiffres d'un seul coup sont très importants. Mais je pense que voilà, cette situation, on commence à la maîtriser. On va revenir, on se positionne dans un monde où la vie numérique, c'est une réalité. Le télétravail, c'est une réalité. Un certain nombre de comportements ont complètement évolué et sont passés dans la dématérialisation absolue, ce qu'on attendait encore. Et donc maintenant, la sécurité, la cybersécurité, c'en est une composante pleine et entière qu'il va falloir intégrer de base dans les projets. Ce n'était pas fait auparavant dans un certain nombre de cas. Il faut le faire de façon systématique. Il faut pouvoir construire avec les assurances qui vont bien. Il faut pouvoir continuer la répression. Tous ces éléments-là, à mon avis, ce sont des pièces du puzzle qui se mettent en place. Là, le puzzle, il a été bougé très vite. Il s'est retrouvé dans une essoreuse très très vite. Il s'est passé plein de choses. On peut penser que dans les mois à venir, on va retrouver un rythme un peu plus normal et que ce genre de choses, on va poursuivre vers une voie où on va enfin pouvoir, de façon optimiste, pouvoir se dire on va pouvoir réduire le problème des ransomware. Le supprimer, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas en réduire les risques, faire en sorte que les entreprises soient plus matures, oui. Je suis optimiste à ce sujet. Très bien, je vous remercie infiniment à tous les deux pour cette discussion. Pour en savoir plus, nous vous donnons rendez-vous au FIC 2021 qui aura lieu les 7, 8 et 9 septembre prochains à Lille. En attendant, merci beaucoup et à très bientôt.